Bonsoir à tous et merci encore de votre fidélité. Les entreprises du continent sont de plus en plus ciblées par les attaques de hackers, mais aussi les gouvernements et des particuliers. Un danger qui s'est davantage accru pendant et avec la pandémie de Covid-19. La fragilité du dispositif sécuritaire sur le cyberespace continental inquiète de plus en plus. L'Afrique est de plus en plus interconnectée. Des pas de géants ont été réalisés. L'exemple le plus saisissant concerne le secteur des services financiers où de nombreux pays sont passés du cash au paiement mobile. Mais le continent accuse encore un grand retard dans le domaine de la sécurité informatique. La cybersécurité demeure le parent pauvre de cette transformation. Comment comprendre cet état de fait? Comment y remédier? Avec nous dans ce studio pour en parler, M. Daouda Sow, directeur général de Texo Group. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation, c'est un plaisir d'être là. Et avec nous en studio, M. Moussa Koïta, vous êtes le responsable avant-vente Afrique francophone Kaspersky. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un honneur d'être là. Alors, messieurs, on parle beaucoup de cybersécurité ces derniers temps, mais quelles sont, on va dire, les grandes notions qu'on doit connaître et comprendre en termes de cybersécurité pour nos dirigeants, entreprises, institutions, gouvernants? Je vous remercie pour votre invitation. Je pense que le mot d'ordre, c'est la gestion des risques, puisque quand on parle de cybersécurité, de façon générale, c'est une attitude à pouvoir gérer les risques relatifs au système d'information. Par cela, on parle de tout ce qui est prévention, la mise en place des mesures préventives, les risques liés à l'exploitation des vulnérabilités éventuelles que ces systèmes-là peuvent avoir, et les risques liés à la mise en production et on va dire le maintien continu de ces systèmes en activité. Donc tout dirigeant d'entreprise doit vraiment avoir cette vision de gestion des risques informationnels pour se prémunir contre les cyberattaques. Alors, M. Daouda Sow, vous êtes un peu implémenté partout sur le continent, peut-être beaucoup plus à Dakar, au Maroc et autres. Est-ce que vous pensez véritablement que les dirigeants, nos dirigeants en Afrique, sont vraiment sensibilisés à cette cause? Est-ce que vous pensez qu'ils font de la cybersécurité vraiment une priorité? Écoutez, effectivement, nous, on est basé aujourd'hui dans 3 pays. On est basé en France, au Maroc et au Sénégal, mais on travaille énormément sur le continent. Alors la question de cybersécurité, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau des entreprises, le top management, je pense qu'aujourd'hui est sensibilisé sur la question au regard de ce qui se passe sur le continent. De plus en plus, en tout cas, les dirigeants prennent conscience. En Afrique, on remarque une connectivité accrue, une digitalisation des processus métiers qui est de plus en plus croissante. Et quand on parle de digitalisation des process, quand on parle de connectivité, etc., donc la question cybersécurité, la question sécurité, elle devient une préoccupation majeure. Et donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Moi, j'étais là dans le cadre du CAF, du Cyber Africa Forum, et j'ai écouté le ministre de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire qui a évoqué un chiffre, et que c'est un chiffre qui donne les tendances au niveau mondial. Les études, je pense Moussa qui vient de Kaspersky, qui sont habitués à publier ces genres d'études et qui voient aujourd'hui la tendance, les menaces, etc. Et quand il évoque une perte de 6 milliards, l'impact de la cybersécurité en Côte d'Ivoire, et c'est un peu partout dans la région, il n'y a pas que dans la région, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure pour les dirigeants, que ce soit au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des entreprises. Alors, on a essayé de voir un peu quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par ces cyberattaques. Si tous les secteurs d'activité sont visés, on constate que les cyberattaques sont beaucoup plus concentrées sur le secteur financier, les secteurs d'importance vitale ou critique, comme ceux de l'eau, de l'énergie, des télécommunications, selon les propos de Dia Chicha, directeur chez Deloitte. Alors, qu'est-ce qui justifie que ce soit ces secteurs qui sont les plus visés par ces attaques? Ce sont des secteurs assez rentables pour les cybercriminels, tout simplement. Il faut savoir aussi que l'écosystème des cybercriminels a suivi d'énormes changements au cours des années précédentes. Avant, les cybercriminels étaient intéressés par tout ce qui est, on va dire, réputation, le fait de pouvoir hacker un système, se le prouver à soi-même, mais également montrer à l'écosystème qu'ils en étaient capables. Aujourd'hui, la tendance est complètement renversée. C'est plus pas qu'une seule personne aujourd'hui, c'est des groupes cybercriminels, ce qu'on appelle des cybercriminels sponsorisés par des États aussi, qui commencent à aller attaquer des entreprises où il y a le gain pécuniaire, par exemple les banques, les institutions financières,
parce qu'ils savent qu'une seule fraude financière peut les apporter énormément de gains pécuniaires. Aujourd'hui, vous avez aussi des groupes de cybercriminels qui sont orientés pour défendre certaines causes, qui peuvent s'attaquer à des États, à des idéologies, et c'est ce qui rend de plus en plus dangereux aujourd'hui cette tendance. Alors, en parlant en tout cas de secteur financier, on a vu, il y a le cas de la fameuse, le groupe bancaire BOA au Mali qui a été victime d'une attaque, et on a vu nos confrères de l'association des journalistes économiques et financiers de Côte d'Ivoire qui ont même produit des articles un peu sur cette enquête, et le magazine Jeune Afrique est aussi revenu. Ces attaques ont visé des clients VIP, des groupes tels que Orange, Total, Énergie, Azalai, et même Choguel Maïga, des personnalités comme Choguel Maïga et bien d'autres. Alors, au vu de tout ça, quels sont les modes d'attaque les plus récurrents qu'on observe? Ces hackers qui viennent, comment est-ce qu'ils opèrent souvent et qu'est-ce qu'ils recherchent à travers ces données? Comment est-ce qu'ils peuvent en tirer profit? Alors, donc, je pense, si vous permettez, pour ce qui est de l'attaque qui a concerné le client que vous avez cité, un client que nous avons l'honneur, en tout cas le plaisir d'accompagner souvent. Donc, je ne me permettrai pas, parce que je n'ai pas entendu la version du client lui-même, excusez-moi. Alors, ce qui s'est passé, je pense que c'est public, l'information a été partagée dans les médias, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ce client-là, de façon systémique, les attaques sont répétitives et visent principalement les banques. Le secteur bancaire est très très visé, et souvent c'est des attaques qui visent les systèmes d'information, que ce soit le core banking, les plateformes de paiement comme SWIFT, les transferts d'argent aussi, beaucoup d'attaques qui visent les transferts d'argent, etc. Donc aujourd'hui c'est des modes opératoires, et je disais à quelqu'un hier, c'est extrêmement dommage parce que nous, je me rappelle en 2014, dans une vie antérieure, nous avions mené des investigations suite à des attaques qui avaient visé des banques de la région. Et aujourd'hui, on constate en 2023 les mêmes modes opératoires qu'on utilise pour attaquer encore des banques en exploitant des failles. Souvent, c'est des failles humaines. On envoie un phishing, un mail à un client, enfin un utilisateur du système d'information qui clique, et à partir de ça, le hacker, il a la main sur ton PC, il peut installer des outils qui permettent justement de récupérer des données et de façon latérale se déplacer au niveau du système d'information jusqu'à réaliser justement cette fraude. Alors, donc ça rejoint un peu la question que vous avez posée tout à l'heure à Moussa. Je pense que aujourd'hui, les secteurs, la question de sécurité, je l'ai dit récemment dans une interview, c'est une question aussi de souveraineté. Et je dis, quand les hackers, quand ces personnes attaquent des banques, quand ils attaquent les infrastructures critiques nationales d'un pays, ils visent aussi la souveraineté d'un pays. Et donc c'est extrêmement important au niveau des États que les mesures soient prises, et je pense que c'est le cas. J'ai entendu encore une fois le ministre parler de mise en place d'une agence nationale de cybersécurité. Dans tous les pays quasiment aujourd'hui, ils mettent en place ce qu'ils appellent les stratégies nationales de cybersécurité. Et ces stratégies permettent de définir le cadre, en tout cas, et du point de vue opérationnel qui doit s'appliquer aux entreprises, que ce soit public, privé, etc. Donc ce volet stratégie, ces feuilles de route, c'est extrêmement important, aussi au niveau de l'État, mais aussi au niveau des entreprises, parce que la question de sécurité, elle n'est pas que technique. Et très souvent, on pense tout de suite solution, et il y a un aspect gouvernance qu'il faut avoir, il y a un aspect technique forcément aussi, mais l'aspect humain est extrêmement important. Et quand on regarde ces fraudes-là, très souvent, le maillon faible justement qui est exploité, c'est la partie humaine, c'est les personnes. C'est la partie humaine qui est beaucoup plus exploitée. Alors, M. Moussa Koïta, vous êtes au niveau de Kaspersky. On sait en tout cas tout ce que vous déployez comme solution pour prévenir en tout cas ces attaques informatiques. Quand vous regardez un peu le volet humain dans ces grandes institutions, dans ces grandes entreprises, qu'est-ce qui peut être fait? Tout à l'heure, on a parlé des failles, le volet humain, le volet technique et autres. Qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui doit être fait par nos dirigeants pour essayer de contenir ces attaques, pour se prémunir de ces attaques? Je pense que pour rejoindre ce que Daouda vient de dire, l'humain a toujours été considéré comme le maillon faible de la sécurité. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que notre réalité en Afrique est un peu différente, dans le sens où il n'y a pas que l'humain. Certaines entreprises attendent parfois d'avoir des cyberattaques pour commencer
à implémenter des solutions techniques. Certaines entreprises sont d'abord attaquées avant qu'ils nomment ce qu'on appelle un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc la chose, il faut vraiment la voir sur 3 aspects. L'aspect technologique, qui est certes important, dans le sens où il faut mettre en place les outils de sécurisation, les outils de sensibilisation, les outils de prévention, mais également les outils qui vont aider l'entreprise à répondre quand ils ont une attaque en face. Il y a le volet gouvernance, comme l'a dit Daouda, qui consiste à mettre en place des procédures qui sont validées par le top management, qui sont sponsorisées par ce même top management, pour que toutes les personnes au niveau de l'entreprise puissent adhérer à cette politique de sécurité. Et le 3e élément, justement, c'est l'humain. Et l'humain, il faudrait qu'il soit sensibilisé, pas qu'une seule fois à l'année, mais à travers des outils aujourd'hui qui permettent d'aider dans cette sensibilisation-là, pour faire un éveil de conscience, un changement de comportement, afin qu'il devienne plus le maillon fort et non le maillon faible de la sécurité. Et aujourd'hui, il y a des technologies permettant de faciliter cela. Les technologies permettant de faciliter cela, mais au-delà même de ces technologies, est-ce que la cybersécurité, en tout cas, ces cybermenaces, ce n'est pas un sujet tabou? Parce qu'on voit certaines entreprises qui sont victimes d'attaques, mais qui ont du mal à communiquer dès le départ, alors que peut-être une communication entre elles aurait permis de prévenir d'autres entreprises pour éviter. On a le cas, par exemple, là on a parlé des entreprises privées, mais il y a des entreprises publiques qui sont attaquées dès le départ, mais qui cachent un peu l'information. Pourquoi est-ce que c'est aussi tabou, alors qu'on devait ouvrir quand même pour permettre à tout le monde d'être informé, de prendre ses dispositions? Effectivement, je pense que c'est une préoccupation. Je pense que ça fait partie des choses qui doivent être améliorées. C'est vraiment justement cette communication, avoir des entités, des institutions qui permettent justement de piloter. En cas d'incident, il faut travailler qu'il n'y ait pas d'incident, mais ça arrive. Et quand un incident est là, je pense qu'il faut avoir une stratégie de communication de crise, et c'est extrêmement important. Et le partage, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand je parlais d'attaques qui ont eu lieu en 2014 et qui se répètent aujourd'hui, parce que certainement le knowledge, la connaissance n'a pas été partagée entre acteurs. Mais je pense, comme je l'ai indiqué aussi tout de suite, les lignes commencent à bouger. Aujourd'hui, c'est une question qui préoccupe le management, qui préoccupe les gouvernements. Et donc, il y a des choses qui se mettent en place progressivement. Et la sécurité aussi, c'est des questions aussi de normes. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont régis par les normes. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur bancaire, il y a une exigence réglementaire aujourd'hui de la Banque centrale à travers l'entité JIM-EMOA qui exige à toutes les banques de se conformer à des standards PCI DSS. Et un standard PCI DSS, il est à la fois technique, il est aussi organisationnel, sensibilisation. Il prend en compte justement tous les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure, organisation, technique, sensibilisation. Et nous avons ce plaisir en tout cas de travailler pas mal avec les entités bancaires pour les accompagner justement dans le cadre de leur projet conformité. Quand vous prenez aujourd'hui les plateformes de transfert de virement comme SWIFT, c'est une exigence SWIFT aujourd'hui. Tous ceux qui utilisent son réseau doivent répondre à un certain nombre d'exigences sécuritaires. Et donc, ils ont élaboré un programme qui est fortement inspiré aussi de PCI DSS, et etc. Il y a tout ce qui est aussi ISO 27001, les plans de continuité d'activité. Ça devient de plus en plus des exigences, et ça intègre justement ce volet de communication, de management et d'organisation des process. Alors, on a parlé aussi de ce volet humain, mais il y a une question qui me revient, et là je me tourne vers vous, M. Koïta. Quand on parle du facteur humain, du volet humain, est-ce que vous intégrez à ce facteur humain la notion de formation? Parce qu'aujourd'hui on parle de cybersécurité, mais on sait qu'aujourd'hui le digital est en train de prendre le dessus sur un peu toutes nos activités. Est-ce qu'aujourd'hui en Afrique on a conscience de cela, et est-ce qu'on accompagne la formation sur le cyber, je vais appeler ça comme ça, sur le cybercontinent? Je pense que ça a commencé. Ça a commencé, la CAF, le Cyber Africa Forum auquel on assiste aujourd'hui en est la preuve, qui a une prise de conscience à un plus haut niveau. Mais la formation, il faut le voir sur 3 aspects. Très souvent, on ne le voit que sur l'un des 3. D'abord, je commencerai par le management, puisque ce sont des acteurs qui vont sponsoriser la cybersécurité au sein d'une entreprise ou au sein d'un État. Et justement, ces managers doivent être sensibilisés aux risques de la cybersécurité. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, chez Kaspersky, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est de réunir ces managers autour d'une table ronde
en animant ce qu'on appelle des serious games, sous format un peu comme du Monopoly, mais orienté cybersécurité, où on va simuler à ces managers le cas d'une cyberattaque, les donnant des cartes à jouer par rapport à cette cyberattaque, voir quelles sont les décisions qu'ils vont prendre et comment ces décisions vont avoir les impacts par rapport à leur système d'information. Généralement, juste après, il y a une prise de conscience et il y a un changement. Deuxième aspect, ça va être les gestionnaires de ce système d'information. Je fais référence à tout ce qui est les responsables sécurité, les responsables IT au sein des entreprises. Et ceux-ci ont besoin non seulement d'être formés sur les technologies qu'ils gèrent au quotidien, mais également d'être formés sur les aspects sécuritaires au-delà des technologies. Et ça également, on accompagne sur ce volet. Troisième élément, c'est tout employé au niveau de l'entreprise, qui certainement n'ont pas le même niveau de connaissance dans le domaine et auquel il faut adresser des formations continues, accessibles à tout endroit et à tout lieu, qui les permettra effectivement d'apprendre les conséquences des gestes qu'ils peuvent faire, sans pourtant le vouloir, au niveau du système d'information et s'assurer qu'ils ont compris et vont pouvoir éviter ça dans le futur. Alors quand on parle aussi de cybersécurité, de tout ce que ça amène comme lot en griffe d'innovation, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux métiers pour l'avenir au niveau de la cybersécurité? Est-ce que ce phénomène, ou en tout cas cette évolution, doit ou amène de nouveaux métiers? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, je crois, il y avait 4 millions de manque de ressources en cybersécurité dans le monde. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnel qualifié à recruter pour la cybersécurité. Les entreprises attendent. Si vous regardez juste sur notre région, énormément d'entreprises n'ont pas encore de responsable sécurité, n'ont pas d'équipe cybersécurité. Ce cursus vient d'être intégré au sein des études universitaires et là encore, la demande est tellement assez grande. Il y a une pénurie de ressources. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans des pays européens, tels que la France, le cas est assez connu, qui viennent très souvent débaucher des ressources en Afrique, en lot, et repartent avec. Donc aujourd'hui, ce manque de ressources fait que je ne pense pas que ce soit un métier qui va chômer dans les années à venir. Donc la cybersécurité, une opportunité d'emploi pour nombre de jeunes africains, mais pour cela il faut une bonne formation et je vais peut-être vous laisser rebondir sur la formation si vous avez un mot à dire. Et puis juste après, on a vu un peu dans l'annonce, en tout cas telle qu'on déroulait l'émission, on a essayé d'insister sur le fait que la pandémie du coronavirus est venue avec son lot de digitalisation et autres, a accru davantage les cybermenaces. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu justifier cela? Tout à fait. Je vous laisse rebondir d'abord sur la formation. Tout à fait. Et puis... Alors, effectivement, je pense que c'est un enjeu, hein, la question de la formation. Hier, j'ai eu le plaisir de recevoir un poste des étudiants qui sont venus faire le tour, poser des questions. Je leur disais, c'est vraiment aujourd'hui, si vous voulez trouver du boulot tout de suite après votre formation, mais je vous encourage fortement à aller vous faire former sur la cybersécurité. Il y a un besoin qui est là. Nous, en tant qu'acteurs spécialisés en cybersécurité, nous recherchons des compétences, les entreprises recherchent des compétences et donc aujourd'hui, il y a un besoin important de recruter des compétences et je pense que dans les années à venir, ce besoin sera encore plus là parce que la question de la cybersécurité, c'est une question qui a de l'avenir, en tout cas partout, et pas qu'en Afrique. Moussa parlait tout à l'heure des entreprises françaises qui viennent, parce qu'aujourd'hui en France aussi, il y a ce manque, il y a ce besoin qui est là de recruter des profils, des consultants, des spécialisés formés en cybersécurité. Et ça, je pense qu'il y a un rôle extrêmement important que les États doivent jouer, parce qu'aujourd'hui, dans les cursus de formation, et on doit prendre en compte en tout cas ce besoin qui est là pour former des gens qui soient opérationnels juste après leur formation. Alors donc c'est une question qui est très importante et je pense que de plus en plus des programmes, les écoles, les gens se spécialisent davantage sur des métiers comme ça. La question c'était... D'abord on a vu le volet formation, mais on devrait savoir aussi au niveau du cyber... de la cybersécurité.
vous me faites perdre le fil parce que moi je ne retrouve pas trop la question. On parlait un peu de la cybersécurité, c'est de savoir les formations. Quelles sont les formations qu'il faut pour permettre vraiment de répondre à tous ces besoins? Alors, les formations, ça répond aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce que quand on parle de cybersécurité, vraiment, on parle de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'axe gouvernance. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir des profils qui sont formés pour pouvoir prendre en charge les questions de gouvernance sécurité. Gouvernance, ça englobe beaucoup de choses, c'est des politiques, c'est des process, c'est une organisation à avoir. Et je pense qu'il y a des normes qui existent aujourd'hui, il y a des cursus de formation qui répondent à ce besoin justement d'avoir des profils extrêmement formés, bien formés et qui maîtrisent les aspects de gouvernance de la sécurité. Le deuxième pilier important de la sécurité, c'est la partie technique. Aujourd'hui, il faut protéger les réseaux, il faut mettre en place des solutions techniques qui permettent justement de détecter. Moussa a évoqué tout à l'heure, ça m'a fait rire. Je pense, j'ai eu la chance aussi d'assister à une mission d'investigation d'une banque qui a été attaquée et pendant 3 mois, 6 mois, les attaquants étaient là, les fraudeurs étaient là, ils se connectaient, ils sortaient parce que les attaquants aussi, chacun a ses spécialisations. Donc il y a certains qui connaissent les applications, il y a d'autres qui connaissent le réseau, il y a d'autres qui connaissent, etc. Donc à chaque fois, ils ouvrent une porte, ils vont aller chercher l'expertise ailleurs, qui connaît justement la deuxième porte à ouvrir. Donc du point de vue technique, il y a beaucoup de choses, il y a des spécialisations à avoir, que ce soit sur la partie MDR, sur la partie réseau, sur la partie applicative, etc., etc. Donc il y a énormément de formations à avoir de façon spécialisée. Il y a des certifications qui existent aujourd'hui, parce que la sécurité aussi c'est ça. Il faut aujourd'hui des formations génériques, mais je pense que le plus parlant aussi c'est d'aller passer des certifications techniques en fonction du besoin, en fonction des produits, pour pouvoir justement répondre à une problématique spécifique sur la sécurité. Aujourd'hui aussi, un sujet extrêmement important, je l'ai évoqué en introduction, il faut savoir détecter. Et le pire scénario qui peut arriver, c'est de se faire attaquer sans pour autant le savoir. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent en tout cas de savoir à tout moment, 24/7, qu'est-ce qui se passe au niveau du système d'information à travers des centres de supervision SOC. Nous, notre SOC qui est basé au Maroc et qui aujourd'hui a connecté plusieurs banques et de façon continue, 24/7, il y a des équipes, des analystes qui sont là et qui regardent les alertes, et dès qu'il y a un incident qui viole une politique de sécurité qui n'est pas légitime, ils prennent en charge tout de suite le sujet, le client il est informé. Donc tout ça, c'est des métiers dans la cyber et qui appellent à beaucoup de formation, et donc je pense que des jeunes ont du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Et là, je me retourne encore vers M. Koïta pour parler vraiment de logiciels de protection. C'est votre domaine. Aujourd'hui, on constate un peu en Afrique, il y a, je pourrais appeler ce piratage. Certaines personnes vont, comme on le dit, craquer des logiciels officiels. Est-ce que ce n'est pas à leur désavantage, et est-ce que ce n'est pas le coût de ces logiciels qui amènent les gens sur le continent à faire cette fraude au niveau de logiciels? Donc, comment se prémunir avec de bons logiciels à moindre coût? L'erreur qu'on peut faire, c'est de penser qu'il y a du gratuit. En fait, il n'y a jamais de gratuit, surtout dans tout ce qui est digitalisation. Tout a un coût. Aujourd'hui, quand vous prenez des solutions craquées, qu'on appelle craquées, celui qui a craqué la solution ne l'a pas fait de façon involontaire. Il a certainement peut-être intégré ce qu'on appelle un backdoor, une porte dérobée, qui lui permettrait, une fois que vous installez cette solution craquée, de pouvoir prendre contrôle par la suite sur votre machine pour soit exfiltrer des données, soit, on a vu, pour reprendre ce que Daouda disait tout à l'heure, dans les cas d'investigation que j'ai eu à mener moi-même, certaines entreprises étaient attaquées pendant 3 ans sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont attaqués. Et pendant ce temps, les cybercriminels ont eu le temps de comprendre le fonctionnement de leur système d'information, de savoir le métier des différents administrateurs qui sont là, ce qu'ils font, d'analyser leurs habitudes, de comprendre parfois dans le cas des systèmes financiers comment fonctionne le système bancaire, de faire une fraude, 2, 3, à des petits montants sans être détectés, et finalement faire de grosses opérations qui ont finalement mis en lumière tout cela. Donc je pense aujourd'hui, pour revenir sur la question, en termes de craquage, de mise en place de solutions craquées, c'est quelque chose à bannir au sein des entreprises. Aujourd'hui, toute entreprise doit considérer que acquérir une solution craquée, c'est comme voler les droits d'utilisation de cette technologie.
Une entreprise ne doit pas se le permettre, ni un particulier. Deuxième chose, par rapport à la mise en place des technologies, il faut s'assurer aussi que les technologies dont l'entreprise fait l'acquisition ou dont une personne physique fait l'acquisition viennent de bonnes sources, qu'il a acheté sur un processus légal, et la personne qui l'aidera à l'implémenter ou l'entreprise qui vont les aider à implémenter sont une entreprise certifiée, compétente dans ce domaine, parce qu'une fois de plus, ça rejoint le problème de compétence. On peut avoir les meilleures technologies du monde, quand c'est mal déployé par des gens qui ne maîtrisent pas ce processus de déploiement, on va implémenter la solution de sécurité en laissant des portes encore ouvertes. Donc, je pense que la sensibilisation, c'est vraiment la clé. Et quand on est plus conscient de ce qu'on fait au niveau d'un système d'information, on peut éviter le pire. On peut éviter le pire, messieurs. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la cybersécurité, mais on arrive carrément au terme de cette émission. Alors, je vais vous laisser très rapidement 15 secondes chacun pour votre mot de fin. Je commence par vous, M. Lordasso, 15 secondes. Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Je pense que ça nous a permis d'aborder une question extrêmement importante qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui préoccupe. Je pense de plus en plus, il faut continuer davantage à investir dans la cybersécurité. Et ça fait aujourd'hui mal de voir qu'il y a des entreprises, des managements qui hésitent encore. Mais j'encourage fortement à prendre ce sujet-là vraiment au sérieux. Et des entreprises comme Texo sont là, sont spécialisées, ont cette compétence, cette expertise, le retour d'expérience pour pouvoir justement accompagner les entreprises qui veulent avoir une stratégie de cybersécurité et renforcer la sécurité de leur système d'information. Surtout permettre à ces entreprises africaines d'être beaucoup plus compétitives encore pour le bonheur de l'Afrique. M. Moussa Koïta. Je vous remercie déjà pour cette opportunité. Le mot que j'aimerais dire aux entreprises, mais également aux particuliers, à tout le monde, c'est de savoir que la cybersécurité, c'est une question pour tout le monde. C'est un enjeu d'envergure et aujourd'hui, je résumerai ça en 3 points. Il faut d'abord implémenter les méthodes, disons, les stratégies de gouvernance adaptées à travers les politiques de sécurisation. Il faut mettre en place les outils de sécurisation adaptés par rapport à l'évolution des menaces. Il faut sensibiliser le personnel et tout le monde, même ses enfants à la maison peuvent avoir des risques cybersécurité. Et au final, on est là pour accompagner pour tout ça. Accompagner cette Afrique en tout cas qui évolue, qui bouge. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette émission consacrée aux menaces ou quelles solutions face aux menaces de cyberattaques. On a compris des opportunités d'emploi car la cybersécurité ouvre aujourd'hui de nouvelles opportunités pour la jeunesse. On a besoin de compétences et la main-d'œuvre manque énormément sur le continent. On a aussi parlé de tout ce qui est solutions craquées, ces mauvaises habitudes que l'on a de prendre des logiciels et de mettre de mauvais codes. La solution est peut-être moins chère, mais elle comporte beaucoup de risques et de dangers pour nos entreprises et pour nous-mêmes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. Agréable suite au programme sur nos antennes.